Et c'est pour ça que tu regardes bien que Dino a pris une autre route, Bun prend une autre route, Tauri Ouais. prend une autre route, et ils font des sociétés autour qui autofinancent le développement du projet, quoi. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, les gens n'ont pas du temps illimité, et voilà. Docker, et si tu es un développeur back-end, tu dois savoir Docker. Donc ça, c'est mon avis et je l'ai mis sur la table. Mais je te pose quand même la question. Tu peux avoir d'autres connaissances qui sont plus importantes que Docker. Ok. Ouais. Mais, Ok, donc ouais. un mec, C'est c'est un pour ça. raisonnement en fait, hein, c'est pas, je suis pas Ouais, là pour, non. je suis pas là pour faire un, Non, je comprends, pour faire un short. Hein. Mais là, parce que là, tu passes directement après au niveau recruteur. Donc c'est pour ça que Non, au niveau je manager. parle au niveau compagnie. Ce qui peut être attendu de toi, Ok. c'est que tu aies un scope qui soit beaucoup plus large. C'est pas simplement en étant dans ton node ou dans ton truc un peu très core. Ok. Il va falloir que tu puisses démarrer un nouveau service. Et si tu dois attendre des SRE pour faire ça, tu crées une dépendance à un couplage qui est très fort. Et du coup, ça t'empêche d'aller montrer ce truc-là et d'aller peut-être prendre une augmente. Salut à tous. Hi. Bienvenue dans le 6e épisode de MV Podcast. Du coup, le 2e épisode de la 2e saison. Mais moi, je préfère compter juste en épisode. Donc, je dis le 7e épisode. C'est un podcast où on essaie de décrypter le milieu de la tech, mais d'un point de vue carrière, développeur en fait, plutôt que tech, des goodies ou des choses comme ça. Ce qu'on essaie de faire ici, c'est de se concentrer sur comment atteindre sa prochaine étape dans sa carrière, que ce soit de passer d'un rôle de junior à senior, de junior à manager, ou de passer du management au dev, si on a envie de revenir dans l'autre sens, ou de carrément changer de domaine du développement, passer du DevOps au front, ou que sais-je. On essaie juste de se donner des tips pour en fait arriver à passer l'étape d'après. C'est un petit peu ce qu'on fait depuis l'année dernière. Donc on va essayer de parler de tous les sujets qui nous ont touchés durant notre journée de développeur. Et voilà, et puis on espère que ça va vous parler. Pour m'accompagner ici, Olivier, qui aujourd'hui va introduire un sujet que j'aime particulièrement et je le laisse, le faire. Oui. En fait, aujourd'hui, on va parler de Docker. Ok, donc parce que c'est une technologie qui, à mon avis, devient incontournable, ou en tout cas en tant que dev, on en a déjà entendu parler. Yes. Mais avant de démarrer, en fait, je voulais juste parler d'un petit sujet où je me suis fait interpeller la semaine dernière sur les réseaux, où j'avais un petit débat sur GitLab versus GitHub. Et le but, c'était de se dire, au niveau de GitLab, c'est vraiment un source control, et GitHub aussi, donc ça d'un point de vue dev. Mais j'ai eu une petite discussion avec quelqu'un, parce que moi, mon point de vue, c'était de dire que GitHub, finalement, c'est plutôt un réseau social pour développeurs. Donc toi, je sais pas ce que tu en penses, Tony, par rapport à ça, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, on est juste, c'est juste évoqué, mais si je te dis juste réseau social pour développeurs, qu'est-ce que toi t'en dis ? Ah oui, en fait, oui. Ouais. En fait, si tu veux, le côté source control, c'est une chose, mais je pense que GitHub a vite compris que c'est pas seulement ce dont on avait besoin. On avait besoin de tout un tas d'outils autour. On avait besoin de faire connaître aussi les projets open source, qui puissent avoir une plateforme où on puisse se faire connaître. Et j'ai l'impression que GitHub, c'est l'enabler pour ça, quoi. Tu fais ton beau readme, tu essaies d'avoir les bons keywords, il y a toute une forme d'optimisation qu'on fait aujourd'hui, qu'on a fait sur SQL d'ailleurs, et qu'on fait aussi sur notre secure. Et donc, pour moi, ouais, c'est... Après, ça me choque même pas, en fait. Je pense qu'il y a aussi un côté qui est très décrié, c'est surtout le fait que derrière GitHub, il y a Microsoft. Voilà. Donc, qui dit Microsoft dit Team Windows. Qui dit Team Windows dit anti-développeur. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a un côté où Microsoft a du mal à redorer son image au niveau des développeurs. Et au final, on sait que c'est faux, parce que quand tu vois VS Code, tu vois TypeScript, tu vois tous les trucs sur lesquels les mecs ils contribuent, et ils envoient à la communauté. C'est plus. Être anti-Microsoft aujourd'hui, qui au final est le plus gros contributeur open source de nos jours. On va pas dire c'est du bullshit, mais bon, c'est de la mauvaise foi. Ouais, non, mais après, moi, je distingue le fait de trouver que leur OS il est pourri, parce que c'est exactement mon avis, et je trouve c'est vieux. voilà, que voilà, c'est pas ouf.
Après, le point de GitHub, moi, il y avait aussi un truc, c'était GitHub versus GitLab. Donc, je sais plus, j'avais reçu moi un commentaire qui était plus dans ce goût-là, en mode ouais, vous parlez d'open source, mais vous utilisez pas GitLab. Je suis en mode bon, ok. Tu vois, en fait, il y a des débats où en fait, c'est la croyance de la personne qui est en face de toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de résoudre des problèmes à l'échelle qui soit la plus haute possible. Et que les gens connaissent l'endroit où on peut résoudre les problèmes. Et cet endroit, c'est GitHub. Et que du coup, comme je vais passer du temps en plus sur mon software, des fois sur mon temps libre, si j'ai une CI gratos qui marche bien et qui est facile à configurer, salut GitLab. Et bah du coup, et si j'ai l'outil d'AI qui est avec et machin, donc voilà. Après, il n'y a pas de débat en fait. On parle aussi de financement différent. Enfin, quand tu as Microsoft derrière, les oui, gars, c'est ils sûr. ont NPM, ils ont voilà, c'est très très gros. GitLab, voilà, c'est des outsiders. Ils sont aussi très community driven. Mais d'ailleurs, moi, il y a un truc que je trouve un peu comment dire, confusant quand il y a de l'open source. En tout cas, ce genre de produit genre GitLab, c'est un produit open source, ça veut dire les sources sont ouvertes, tu peux faire tes contributions et tout. Mais une fois que tu as fait ta contribution, derrière, les mecs, bah, ils vont quand même commercialiser ta feature, tu vois. Donc ils vont quand même récupérer un peu d'argent dessus. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a quand même un côté un peu confusant dans le modèle. Mais le produit est bon, voilà, pour un produit open source, il est très très bon, c'est une très bonne alternative à GitHub. Maintenant, la vérité, comme je disais, c'est que GitHub, c'est plus un social media. Si tu regardes bien, tu peux follow des développeurs, tu peux liker des repos, enfin, tu vois, c'est juste un social media, quoi, tu vois. C'est pas, bien sûr. C'est pas vraiment du source control pour du source control. Il y a un petit peu plus autour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça devient l'incontournable pour les développeurs, j'imagine. Ouais, il y a ça. Un autre truc qui me fait réagir avant qu'on switch sur Docker, c'est tu vois, les projets open source avec des grosses fondations derrière et tout, c'est super parce que ça garantit une forme de protection au projet, qu'en fait il va être drivé par la communauté et qu'il n'y a pas une entreprise qui va venir et dire on va faire ça. Et je comprends qu'il y ait ce besoin-là. Mais après, c'est effectivement, donc déjà c'est des contributions, c'est au bon vouloir de chacun. C'est qui va contribuer, qui peut contribuer. Et après, en dehors de ça, pour avoir des thunes et pour payer les gens pour contribuer, c'est compliqué. Donc ils ont sûrement des internes pour gérer. Mais si je prends l'exemple de Node, par exemple, c'est souvent ce qui se passe, tu vois. Tu vas passer des semaines et des semaines sur des PR et c'est un projet qui a des années. Et du coup, ça va peut-être pas être mergé, ça va peut-être pas marcher, ça va peut-être machin. Et au final, ta rétribution, ta récompense, c'est juste t'as dit j'ai aidé un peu la communauté et c'est très cool. Mais je pense qu'il y a cette problématique-là, tu vois, au bout d'un moment, quand les projets sont pas toujours backup. Et c'est pour ça que tu regardes bien que Dino a pris une autre route, Bun prend une autre route, Tauri prend une autre route, et ils font des sociétés autour qui autofinancent le développement du projet, quoi. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, les gens n'ont pas du temps illimité, et voilà. Et je pense qu'il y a ce côté-là où voir le pur open source toujours sans avoir cette part de financement, sans être backup d'une manière ou d'une autre, at some point, ça devient compliqué. Et je pense que, je sais pas, je connais pas bien la situation de GitLab, mais je me vois mal aller contribuer pour faire une feature de ouf ou faire un champion pour une feature qui va concurrencer GitHub si je suis pas payé pour le faire, quoi. Parce que là, on parle pas de petits trucs, tu vois. C'est clair. Donc c'est après, là où c'est compliqué. Ils sont assez protecteurs sur leurs features. Hein. Tu vois, il y a des issues qui sont ouverts depuis 5 ans, alors que c'est des trucs innés, enfin pas innés, mais qui sont logiques ou que tu vois sur GitHub et que les mecs sont dans le déni, tu vois. Parce que tu sens aussi que la direction du produit, allez, on veut pas être GitHub, on veut être quelque chose de différent. Donc, ils nous cherchent. Avoir des issues qui sont juste des réplicas de GitHub, ça, c'est pas quelque chose qu'ils veulent aussi, tu vois. Et ça montre aussi une certaine toxicité, entre guillemets, parce que tu prends le coup de Node qui était avant no batteries included, genre vraiment un corps minimaliste et tout est dans le userland. C'est fini cette époque-là. Exact. Et tout le monde s'est remis en question. Dès que Deno est arrivé, tout le monde s'est dit ok, les gens ont besoin de ça, il y a des trucs qu'on n'a pas compris. Ok, on va se mettre à jour. Et ça, je trouve que sur ça, Node, les contributeurs de Node ont joué
un bon rôle, tu vois. Mais je pense qu'on peut trouver tellement d'exemples pour les corps développeurs Vim versus NeoVim. Ouais, exactement. Tu vois, où Exactement. pareil, le main maintainer, il a rejeté tellement de features que les mecs se sont dit, bah vas-y, on fait notre fork, quoi. Mais Et le là, truc est devenu. là, sur Internet, ça parle de ça en ce moment. Ah ouais? J'ai vu 2 contributeurs, je donnerai pas les noms, qui ont mentionné 2 fois, j'ai envie de faire un fork de Node et partir sur autre chose. Ah waouh. Voilà. Donc, Ah, c'est- voilà. Si Ouais, ça mais arrive dans les 6 prochains mois, je serais pas étonné, tu vois. Après, Node, c'est embarqué tellement partout, c'est tellement gros que. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé, quoi. Je sais pas tout ce que ça va donner, mais bon. Ça dépend du mec. Ça dépend c'est du gars qui ambitieux. fork et de qui il ramène dans son fork. Parce qu'il y a aussi ça, les affinités, quel Ok. contributeur. Il y a des contributeurs qui veulent plus contribuer sur Node parce que c'est trop chatty, tu fais une PR, toute la terre va review. C'est pour ça que moi j'évite, des fois je vois des PR passer, je mets 2-3 C'est reviews. trop Quand je gros. vois qu'il y a 5-6 mecs qui ont review et que j'ai envie de review, je review pas parce que je sais que Ok. c'est une horreur, quoi. Bah, c'est juste gros, quoi. C'est très, très, très gros. Mais bon. Ouais, et que du C'est, coup, il y en avait qui se plaignaient que bah il y a des contributeurs qui sont pas des réels core contributeurs, comme moi, des fois peuvent aller du coup faire des reviews. Ouais. C'est pour ça que je le fais pas souvent, parce que j'avais déjà conscience de ça, et que des fois ça gênait. Et tu vois, j'étais content de le lire parce que je m'étais dit ça moi-même en me disant purée, faut pas aller faire chier les gens trop. Si tu sais pas, tu sais pas, tu vois. Et quand j'ai vu qu'un contributeur core qui avait fait plein de features, surtout depuis Node version 1, disait bon, c'est un peu chiant ça. Je me suis dit, ah tiens, tu vois, il y a la communauté, tu vois, il y a des. Voilà quoi, il y a Ok. des petits couacs, quoi. Ok. Bon, Ouais, non, revenons à nos baleines. Oui. Bon, bah, c'était juste la petite parenthèse et c'est cool. Et pour le coup, bah, si vous avez aussi d'autres commentaires ou des points sur lesquels on peut discuter Ouais, plus en détail, bah, le but, c'est c'est toujours bon à que. décortiquer. Exactement, le but, c'est que vous puissiez nous dire que voilà, il y a des choses qui vous font réagir. Et si vous réagissez à des choses, on prendra toujours un temps au début du podcast pour voir s'il n'y a pas soit des choses qu'on a mal dites, mal expliquées, ou sur lesquelles il y avait une vision qu'on n'avait pas vue, qu'on avait oubliée. Et puis on parlera de tout ça au début du podcast. Exactement. Vous avez le droit d'être en désaccord. Ouais, We exactement. can be agree to disagree. Exactement. Ok, bon. Passons à Docker. Alors pourquoi moi je voulais parler de Docker? Parce que au final, dernièrement, j'essaie de recruter un développeur back-end. Mhm. Ok. Et j'ai reçu honnêtement, une petite cinquantaine de CV. Hein. Franchement, facile. Là, j'en reçois 2-3 par jour, c'est fatigant. Et il y a un truc qui m'étonne, c'est que en vérité, sur tous les CV que je reçois, seulement peut-être 20% ont Docker dessus, tu vois. Et j'ai envie de te dire, moins de 5% ont Kubernetes. Ok. Kubernetes un peu moins étonné, mais Docker pour un développeur back-end, honnêtement, très étonné. Donc, on va être clair, pour moi, ça reste discriminant parce que je suis très très fan de Docker. Et si tu es un développeur back-end, tu dois savoir Docker. Donc ça, c'est mon avis et je l'ai mis sur la table. Mais je te pose quand même la question. Quel est ton avis par rapport à tout ça? Je pense qu'on peut être un développeur back-end sans savoir plus que ça sur Docker. Je pense qu'on peut être senior engineer sans back-end, sans savoir plus que ça sur Docker. Je pense qu'il y a quand même des core skills fondamentaux aux développeurs back-end qui, si elles sont vraiment maîtrisées, genre tout ce qui est juste simplement database, genre une connaissance deep de la database sur laquelle tu vas pouvoir ou même des databases en fait, parce que c'est plus une histoire Ouais. de choisir pour le bon problème la bonne solution. Et du coup, si c'est comme ça qu'on raisonne, le but c'est de résoudre des problèmes en tant que back-end engineer. Savoir utiliser du coup quel framework, quel DB, tu vois, quel runtime, j'ai envie de te dire. Est-ce que tu vas prendre du Java versus Si tu as une profonde connaissance de ça, je pense, et d'algorithmie, d'optimisation, etc., je pense que tu peux être un excellent développeur back-end, même s'il va peut-être te manquer Docker. D'ailleurs, quand tu vas vraiment être at scale, je pense, sur des boîtes où il y a beaucoup de scale, en général, tu vas être backup aussi par des équipes qui vont finalement te demander de Oui. comprendre ce que c'est que Docker, savoir runner un Docker, etc. Mais être un atout de Docker et en faire
une skill principale, je sais pas si ce sera le plus important. Du coup, je dis pas que vas-y, je laisse. finalement c'est pas... Et je connais des devs back-end qui sont pas bons en Docker, mais qui sont très très bons en tant que... et qui sont très seniors, très experts dans leur domaine, mais Docker, voilà quoi, ça ne parle pas plus que ça. Maintenant, ceci étant dit, c'est quand même un incontournable. Il faut savoir que quand bien même tu aurais des SRE derrière toi, qui vont te backuper, il y a un moment donné, ils peuvent ne pas être dispo. Tu peux face une issue si tu es même sur Kuber, sur Kube, c'est pareil en fait. Si tu sais pouvoir redémarrer tes conteneurs, les relancer, si tu sais pouvoir modifier l'image Docker pour exposer un nouveau port, si tu sais faire le b.a.-ba et que tu es vraiment fluent là-dedans, tu as un atout majeur pour être indépendant et aller faire des choses un peu beyond the scope. Et c'est souvent aussi ce que les boîtes vont te demander. C'est-à-dire que là, je parle que pour les IC, donc que pour les individual contributeurs. Tu vas rentrer en tant que software engineer, après software engineer 2, ensuite senior, machin. Et ce que tu regardes, quand tu regardes en fait dans ce qui t'est demandé, c'est d'élargir ton scope. Et d'avoir une espèce Pause. Je suis obligé de te couper parce que là, t'en vois beaucoup. Donc, t'as parlé d'abord de, en tant que développeur, tu peux avoir d'autres connaissances qui sont plus importantes que Docker. Okay. Ouais. Mais. Ok, donc ouais. Mec, c'est un raisonnement en fait. Hein, c'est pas. Je suis pas là pour. Je suis pas là pour faire un. Non, je comprends. Short. Hein. Mais là, parce que là, tu passes directement après au niveau recruteur, donc c'est pour ça que. Non. Au niveau manager. Je parle au niveau compagnie. Ce qui peut être attendu de toi, c'est que tu aies un scope qui soit beaucoup plus large. Et si du coup, à un moment donné, tu vas avoir de l'indépendance dans ce que tu vas faire, c'est pas simplement en étant dans ton node ou dans ton truc un peu très core. Il va falloir que tu puisses démarrer un nouveau service, aller, je sais pas, créer un nouveau service dans Kubernetes et machin, pouvoir le spawner avant de dire aux gens, tenez, regardez, j'ai fait un POC, ça marche. Et je l'ai connecté avec notre service sur tel truc de test. Et si tu dois attendre les SRE pour faire ça, tu crées une dépendance, un couplage qui est très fort. Et du coup, ça t'empêche d'aller montrer ce truc-là et d'aller peut-être prendre une augmente parce que finalement, c'est ça qu'un peu on veut de toi. On veut que tu sois aussi force de proposition, etc. Et c'est pour ça que je dis que il est un peu incontournable, mais ça va dépendre encore une fois de ce que tu cherches. Voilà. Moi j'ai envie de reprendre déjà un des points sur lesquels tu dis que tu abordais, qui était au niveau du skills. Tu vois, moi je viens de l'époque pré-Docker, tu vois, où ton code il doit tourner sur un serveur, tu vois. Et là, à cette époque-là, le skill c'était la command line. Si tu savais pas faire de la command line, t'allais faire du FTP et tu drag and drop des fichiers un à un, des folders un à un, et tu espères que ça marche. Donc ça, c'était l'étape numéro 1. Donc oui, tu avais déjà même un petit skill de déploiement, on va dire, manuel. Après, tu as tout ce qui est command line. Et finalement, tu vois, quand tu faisais de la command line, tu étais obligé d'être un petit peu intéressé par comment ça va être déployé en production, comment ça va tourner, tu vois. Est-ce que, je dis une connerie, tu fais de l'upload de fichiers, est-ce que ton folder, il a les droits pour que ton Node ou ton Apache qui tourne, ou ton PHP, il peut écrire dans ce fichier, enfin dans ce dossier. Tu vois. Donc t'as quand même un côté où tu dois aller plus loin que, bon, j'ai ma machine, j'ai envoyé à gauche et il se démerde, tu vois. Parce que ce qui se passait, je me rappelle, c'est quand tu faisais ça, t'avais forcément le sysadmin, donc à l'époque on disait sysadmin, qui venait te voir et qui te dit, ton truc il tourne pas en fait. Et là, tu t'asseyais à côté de lui et tu dis « Ah ouais, on a oublié de mettre les droits sur ce folder-là. » Et on essaye encore. « Ah, mais ça tourne pas, en fait. » Tu vois. Donc, ça, c'était, je pense, pré-Docker. Et après, quand Docker arrive, tu te retrouves dans une dynamique qui est un peu différente parce que cette fois-ci, tu peux simuler sur ta machine l'environnement de prod. Mais c'est pareil au final. Si je prends un autre exemple, tu veux faire de la resize d'image. Des fois, tu as besoin d'une librairie spécifique. Le SRE, le DevOps, il va pas savoir comment l'installer, cette librairie spécifique. C'est à toi de la mettre dans le Docker file pour que, au moment où tu build, tu vois, maintenant on installe aussi cette librairie pour que Node puisse utiliser cette librairie, tu vois, dans le système et tout. Donc je pense que, tu vois, il y a quand même un côté où, à moins que tu fasses vraiment du site ultra bateau, ultra plat,
tu devras forcément mettre les mains dedans pour faire tourner ton outil, Ouais, bien sûr. tu vois. En Parce fait, que le SRE ou le DevOps, il va juste te dire, bah, j'ai lancé sur Kubernetes et ton ton container, il arrête pas de redémarrer. Pourquoi? non, puis il y a un truc aussi, c'est que tu parlais de simuler l'environnement de prod, etc. Moi, quand Mhm. j'ai commencé à dev, effectivement, j'avais les DB en local que j'installais et que je démarrais. Et Ouais. quand, effectivement, j'ai commencé à comprendre que je pouvais runner les DB que je voulais dans des Docker, et depuis simplement mon node aller taper sur les DB, ouais, j'ai commencé aussi à apprécier ce côté-là où finalement, et je pense que toi, Exact. t'es un peu celui qui m'a introduit à ça, qui m'a initié à ça, ce truc de j'ai pas besoin d'avoir 1000 choses, je peux aller besoin d'avoir fait un POC rapidement, de comprendre, et j'ai pas besoin d'installer 1000 trucs, je lance un Docker, je trouve l'image Docker de la DB en question, et je peux démarrer un service très rapidement. Même si moi j'étais partisan le service node en local, et Ouais. les DB dans Docker, ça c'était mon pattern préféré pour bosser en local. Il y en a chez qui aiment bien mettre le service aussi, c'était un peu faire tourner Node aussi dans le Docker lui-même, c'est un peu plus ton cas. Quand moi je faisais beaucoup de nodes tout le temps, j'aimais bien avoir cette espèce de contrôle, mais qui est en fait une illusion, je pense. Mais il y a un truc qui est drôle quand même, c'est que je pense qu'effectivement ta génération, il y avait un poste, et je sais pas si tu l'as connu, qui s'appelait le Webmaster un peu. Je sais pas si tu te rappelles, Oui, c'est oui. très vieux. Mais en fait, je pense que dans l'ADN de ce poste, il y a un truc qui est très fort et qui fait que les gens de l'époque, on va dire, sont aussi fort performants aujourd'hui. C'est que tu l'as dit, tu devais un peu tout faire. Et après, on est rentré dans un monde où tout est très polarisé. Et je peux prendre même l'exemple du front, où tu as des développeurs front pur CSS, HTML, tu as des développeurs front React qui font tout ce qui est data management, store et tout, et tu as un clivage qui s'était créé là-bas. Mais finalement, dans le milieu du back-end, c'est un peu ce qui s'est passé. On a eu des SRE, des gens qui ont commencé à faire certains ce qu'appelle le C'est DevOps, pas faux. et des gens qui se sont mis dans le back-end avec des spécialisations en DB, en performance, tu vois. Maintenant, il y a des développeurs qui sont un peu entre les deux, je trouve, qui sont des développeurs spécialisés dans le cloud, parce que du coup, Ouais. ils sont aussi plus proches qui vont faire de la WS et tout ça. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui fait que quand tu as envie de conseiller un junior aujourd'hui, tu vas lui dire bah tiens, t'as vu toutes ces niches là, pique-en une et deviens bon là-dedans et rentre là-dedans déjà, tu vois. Et ce qui fait que comme ça se polarise vachement, les gens sont dans leur truc, il y a une forme de confort. Et pourquoi, tu vois, j'irais me casser la tête, etc. Et voilà, je sais pas si tu veux réagir à ça, parce qu'après j'ai une autre réaction derrière. Non, je pense que c'est... Putain, t'as sorti le mot webmaster, mec. Non, mais c'est pour dire, tu vois, dans le truc, c'était ce dev qui Non, gère, non, qui gère le serveur, qui gère tout, en juste, fait. Il gère pas que l'HTML, non, en mais fait. c'est vrai, c'était à l'époque, comme on disait, le web c'était un truc curieux, donc fallait juste que tu embauches quelqu'un qui était un maître du web, donc un webmaster. Et ouais, tu lui demandais d'aller changer une image, d'aller changer un texte, de changer la couleur d'une fonte. Sinon, tu lui demandais d'aller publier, d'aller sur le serveur, d'aller appeler OVH. Enfin, tu faisais tout, quoi. Oh là là là. Bon, après, on était sur des problématiques différentes parce que c'était un web qui était aussi beaucoup plus simple. Tu vois, c'est ça aussi que tu dois dire. C'est à l'époque, tout à fait. beaucoup plus, mais il y avait beaucoup moins de layers à gérer, sauf si tu bossais déjà pour Amazon ou des gros trucs comme ça. Là où aujourd'hui, on over-engineer. Enfin, je veux dire, on fait de l'over-engineering. Ouais, mais après, faut nuancer quand même. Ça veut dire, même pour un petit website, tu vas aller chercher, comme tu dis, du gros Tailwind, du gros Vue, du gros React, alors qu'en réalité, t'en as grave pas besoin, quoi. Ça dépend. En fait, oui, si vraiment, effectivement, tu veux faire un static page... Pour un petit website, j'ai dit. Voilà, un petit bien website. sûr. Mais essaie de te mettre dans la peau du développeur aussi, qui essaie de faire une application un peu plus... avec du state et tout, etc. à l'époque de JS, parce que moi, quand j'ai commencé notre Secure, on avait un front pur natif Vanilla JS. Ouais. Je crois que c'est toujours le cas. Hein. C'est toujours le cas, mais il y a des trucs des librairies qui sont en train d'être mis en place. Enfin, Thomas avait ça. Et vraiment, quand tu faisais un changement dans le front, fallait bien le tester, quoi. Parce que c'était tout à la mano et c'est... En fait, je comprends, je pense qu'on a complexifié la gamme des outils. Mais on a simplifié un peu le métier dans un sens aussi, tu vois. Mais hier, il m'arrive un truc de fou, mec. Mais attends, juste pour rebondir sur ça, vite fait,
quand même un gros respect à Thomas parce que grâce à ça, je suis sûr que tous ses contributeurs, ils connaissent JavaScript. Pour de vrai. Avec les API du browser. Alors, Ouais. si tu fais du vanilla, mon pote, c'est que tu connais JavaScript. Exactement. Tu Bref, peux dire mais que tu ouais, vas-y. connais. Mais je me rappelle des fois qu'on m'avait posé des questions en entretien. Ouais. React Router, à ton avis, il utilise quoi comme API du browser derrière? Une Le mec voulait savoir. Le mec voulait savoir est-ce que j'avais compris ce que ça simplifiait, tu vois. Donc, Ouais. je pense que c'est toujours une skill qui est très valuable, même aujourd'hui. Putain, ouf. Hier, j'ai Ah essayé bah de... voilà, tu vois, ça c'est. Je pense que c'est quand même un bon tips pour les juniors si vous voulez, bosser dans un poste React. Bah, c'est ce genre de questions qui vous attend. Potentiellement. Bon, le Donc, mec, bossez, les gars. Bossez. le gars qui m'a posé les questions, c'est un ancien contributeur Node. Ouais. Donc c'est un mec qui cherchait bien profond. Il faut être ouais. sûr que quand tu sortes, il y a au moins une question que t'es pas répondu. Un peu, peut-être, je sais pas. Mais donc hier, je coachais un junior, salut Nabil. Ouais. Et en fait, sur son dernier exercice, là, il doit faire un portfolio. Donc il voulait le faire en React pour continuer à explorer React qu'il avait fait dans ses projets précédents. Donc il n'y en a pas forcément besoin, mais pour le purpose de mieux bosser React, il a... Ouais. Et là, on essayait de trouver un template vite. Il y avait une liste de templates, mon gars. Tailwind machin avec TS, Minify, ta. Et j'étais là en mode... C'est des ouf les développeurs front. Et c'est pour ça, en fait, que finalement, il y a un truc qui est un peu... tu disais, ouais, c'est plus compliqué. Parce que c'est les gens qui, tu vois, qui sont fans d'outils, de trucs, tu vois, de ça, en fait. Parce que moi, quand je vais utiliser toutes ces libs, je vais essayer de faire le setup le plus minimaliste possible, tu vois. Quand j'utilise React, tu vois, je vais prendre vite Mais c'est aussi, et c'est tout. Je ouais. vais pas, tu vois, installer 300 000 trucs, tu vois. Mais le pire, c'est que Vite répond au fait que t'avais Webpack qui était juste une tannée. Quel pas enfer. possible. Enfin, tu vois, les mecs sont aussi au parti du même constat, quoi. Faut simplifier, faut essayer d'avoir un truc. Exactement. Mais les gens plus, autour, uniforme et tout, mais les gens autour, ils sont fous. Les gens qui utilisent ça, ils sont dans. Voilà, c'est vrai que c'est bon. Après, je comprends hein, comme je disais, tu as besoin de la technologie, donc tu vas faire tout ce qu'il faut pour l'utiliser. Mais c'est vrai que des fois, si t'as pas le skills, tu peux pas détecter qu'un truc il sert à rien en fait. Tu vois, il est juste là, il te prend la tête, il te met des bugs et tout, alors qu'en fait, tu peux carrément l'enlever parce que tu fais juste un petit website, comme tu dis, un petit folio, ouais, et que le state du machin, du truc, t'en as grave pas besoin, quoi, tu vois. exactement. Et, Mais bon. et c'est peut-être aussi pour ça, des fois, quand tu dis t'as pas besoin, le fait de comprendre aussi vraiment à quoi sert un outil peut t'aider à l'utiliser. C'est là où je voulais faire une transition avec un autre point, qui est, Oui. moi, la première fois que j'ai essayé Docker, c'était une douleur, parce que j'avais Ok. pas zéro connaissance en informatique. Et la personne qui m'encadrait à ce moment-là n'a pas su amener Docker en abstrayant ce qu'il fallait abstraire, Ouais. tu vois, en me facilitant, en me prenant un peu par la main pour la première fois, en me disant bah tiens en fait ça fait ci, ça. Du coup c'était pour faire de l'Angular, il fallait démarrer un Docker, et finalement je me suis retrouvé à faire un cours Docker pour pouvoir démarrer mon truc Angular. Donc je sais pas si tu vois la frustration que ça peut générer, et c'est mon premier point. Je pense que si t'as un développeur qui est très bon en back-end mais qui est pas bon en Docker, c'est peut-être à toi de créer cette voie en disant voilà, nous ce qu'on va attendre c'est que tu te développes sur ça et d'amener. Alors là pour un senior c'est plus compliqué peut-être, je peux concevoir que c'est plus compliqué de le faire, mais pour un junior qui va déjà galérer à faire son CSS ou ses endpoints en Node, le fait qu'il se mange Docker comme ça peut être très violent. Et si c'est pas amené par une équipe de seniors qui mentorent les jeunes et qui vont les amener à pouvoir l'utiliser de manière sereine, et que c'est balancé genre allez vas-y tonton, bah en fait non, ça a demandé un effort du développeur d'aller du coup creuser Docker avant de pouvoir comprendre la petite commande que tu lui as envoyée qui ne va pas marcher. Ouais, bien sûr. Après je pense qu'il y a aussi un juste milieu à avoir, parce que entre le côté où, comme tu dis, dans le monde professionnel,
as une grosse frustration parce que tu dois aller vite, tu dois faire ton truc marcher, tu es toujours bloqué sur Docker, tu vas faire chier les autres pour une commande qui marche pas. Enfin, tu vois, il y a ce côté-là. Yes. Et de l'autre côté, il y a le côté où tu vas rentrer à la maison, tu vas essayer de le potasser, mais en vérité, quand tu regardes les cours Docker, il manque de contexte, mais c'est ouf. Tu vois, les mecs vont te dire, ah ben Docker c'est trop bien, c'est des containers, et tu peux faire ça dans le container, et puis tu le lances comme ça, et puis c'est cool. Mais il n'y a aucun contexte, tu vois, il n'y a pas un truc genre Web Docker dev, pour... exactement. Voilà, pour l'embarque. exactement. Ouais, je vois ce que tu vois. Comment j'ai containerisé cette app et j'ai gagné ça de performance. Enfin, j'en ai aucune idée, mais tu vas mettre un pourquoi derrière, pas juste un lance ta commande et t'as un container. Maintenant, c'est Master Docker. Trop intéressant ce que tu dis. En fait, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que moi, je faisais des recherches dans ce sens-là après. C'est-à-dire comment containeriser une web app. Et là, Ouais. la ribambelle de façon de faire, c'était ouf, quoi. C'est-à-dire que j'arrivais pas à me dire, mais c'est quoi la bonne façon, en fait. Moi, j'ai besoin de savoir la meilleure façon. Je veux savoir c'est quoi la meilleure façon de le faire. Qu'est-ce qui est le plus smart à faire. Exact. Et en fait, il y avait des gens qui créaient une image tout entière et qui démarraient l'image d'un coup. T'as des gens qui démarraient le Dockerfile ou le... Je sais plus, t'avais le Dockerfile et l'autre, c'était le... Compose. Le Compose. T'avais plein de façons de faire. Et il y en avait qui passaient pas par le Compose, mais qui faisaient une command line comme ça, d'autres qui utilisaient... Le temps que tu te dises, attends, où est-ce que je suis, bah, tu mets un Comment peu de temps, tu filtres. Ouais. Comment tu filtres, t'en as aucun... Et c'est là où un bon senior fait la différence et va aider à amener un peu ce truc-là en mode, bah voilà, toi ce que tu as besoin, rappelle-toi, c'est d'un port exposé pour ton serveur, d'un port exposé pour ta DB, Exactement. que les deux conteneurs puissent communiquer les uns entre les autres, les variables d'environnement que tu dois injecter, voilà, déjà avec ça, et les commandes pour runner, installer, etc. Du coup, on a cette config-là, elle s'articule comme ça. Quand tu auras besoin de rajouter une commande, c'est là. Quand tu as besoin de rajouter une dépendance, c'est là. Et avec, tu vois, ces questions qui vont revenir dans la vie du développeur et les avoir anticipées, là, c'est autre chose, du coup. Et même le fait d'utiliser au quotidien, du coup, tu crées des réseaux à l'intérieur, et quand tu sors de ce poste-là, limite, tu vas avoir besoin de Docker, en fait, cette fois-ci. Parce que tu auras fondamentalement compris ce que ça pouvait t'apporter. Non, je suis d'accord. Et pour revenir à ce qu'on disait... Je pense que pour le meilleur tips pour les gars qui veulent vraiment se lancer sur Docker, c'est si on reprend l'exemple de ton pote qui va faire son folio. Au début, peut-être qu'il va juste le déployer sur un GitHub page ou un truc simple où il n'a pas besoin. Puis après, il peut prendre un petit serveur à la con et le déployer comme à la bonne époque. Tu installes Node sur le serveur et tout. C'est étape 2. Étape 3, cette fois-ci sur le serveur, tu installes Docker et tu fais tourner à l'intérieur de Docker le même folio. Tu vois, donc c'est vraiment réfléchir à dans la boîte sur laquelle tu bosses, tu as beaucoup de contexte, mais tu n'as pas le skills. Quand tu es chez toi, tu n'as pas de contexte, mais tu vas apprendre le skills. C'est comment tu ramènes du contexte chez toi, petit à petit, tu vois. Y aller graduellement, quoi. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, on parle justement des projets qu'on peut faire à la maison, du fait d'avoir des projets, de faire de l'open source. Du coup, on vous met un lien juste en haut. Parce que c'est un peu... Olivier me fait penser à ça quand il dit ça, c'est l'importance des fois de ressortir de son contexte de la boîte pour recomprendre quelque chose qu'on va pouvoir réamener aussi. Ça, c'est une manière... et ça rejoint un peu le point où je te disais, oui, c'est pas le plus important, mais le fait que tu rentres chez toi le soir, tu dis, attends, j'ai telle idée pour tel truc, en 5 minutes avec Docker, tu puisses construire un projet, tu le ramènes dans la boîte et tu le montes, tu dis, en fait, j'ai testé ça et tout, on a juste à le lancer comme ci, comme ça. Même les SRE, quand ils passent derrière toi, ils vont vérifier des trucs de sécu, des petites choses que tu as été consistant sur ta façon de nommer les choses, etc. Mais ça va aller beaucoup plus vite. Donc tu seras pas vu comme un parasite qui vient embêter tout le monde, mais comme celui qui amène des solutions, qui a juste besoin de support et de vérification. Ce qui n'est pas la même chose. Et moi, pour le coup, des fois, quand je fais des petites recherches sur le net ou pour trouver des nouveaux projets open source, ou je dis une connerie, je veux faire un forum ou il y a des outils qui te permettent de faire des trucs cool sur GitHub. Le premier truc que je regarde, c'est s'il y a une image Docker, quoi. Genre, est-ce que je peux avoir une commande et ça marche sur ma machine ou pas? Ou est-ce que je dois lire le README Parce que toi, toi, c'est vrai que t'es un extrémiste, toi. Dis-leur ce que tu es vraiment. Montre-leur ton vrai visage. Dis-leur que tu n'installes rien sur ta machine, s'il te plaît. Ça fait une transition pour le prochain point, en fait. Parce que j'ai un prochain point, mais je veux t'y emmener, du coup. Explique aux gens ce que tu fais.
Non, bah on va prendre le constat là où il est. Il est que il y a beaucoup de projets sur le net, vraiment beaucoup, beaucoup de projets open source. En plus, quand tu as fait du Node à la bonne époque, NPM, ça t'installait des dépendances partout sur ta machine. Mais de ouf, enfin, tu vois. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus contrôlé, c'est mieux, c'est assez cool. Enfin, je pense. Mais je sais qu'à l'époque, Pas sûr. c'était une galère. Tu vas aller dans ton home, redelete le NPM, enfin, tu vas faire des trucs un peu obscurs pour réinstaller certaines librairies et tout. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, ça me faisait chier de faire ça et de me dire, bah, pourquoi ne pas être à chaque fois dans des environnements isolés, donc dans des containers, pour faire ça, en fait. Comme ça, bah, si ça marche pas, j'ai tout craché, bah, j'ai juste à delete le container et redémarrer, en fait. Et continuer mon développement sur quelque chose de Ouais, clean, ouais. tu vois. Et Et quand je t'ai ça, vu faire ça la première fois, ouais. je me suis dit, mais c'est un ouf, lui. Pourquoi il fait ça? Mais juste pour dire, enfin, moi, là où ça m'a vraiment changé la vie, hein, c'est qu'après, quand j'ai une nouvelle machine, mec, c'est juste le feu, quoi. J'installe Docker, c'est bon, je dev, quoi. Ouais, c'est vrai. Docker vit, mais c'est bon, c'est trop. 15 minutes, j'ai une nouvelle machine prête à développer, tu vois. Là Ouais. où avant, vas-y, va chercher ce truc-là, va chercher ce truc-là, chercher ce truc-là. Non. Là, j'ai j'ai mon petit repo où je lance une commande, ça m'installe toutes les applications dont j'ai besoin, donc qui sont finalement 4-5 applications. Et après, tu peux démarrer directement. Et surtout, Ouais. comme on disait, ben, c'est les dépendances que tu as, les versions de Node. Des fois, tu vas processer pour un client, il va te faire du Node 16. Un autre client, il est toujours en Node 12. Mon gars, t'as envie Ouais, d'isoler t'as tout pas ça. T'as pas envie de envie, ouais. partir dans des croisades de trucs. Le matin, tu bosses sur Node 12. Le soir, t'es sur Node 16. T'es Ça me en parle mode grave, schizo. ce que tu dis là. Ça me parle grave, 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 parce que là où j'ai fait le shift, c'est quand on a bossé ensemble sur notre secure avec ta commande run là, que je partagerai du coup dans la Ouais, vidéo, parce qu'il a un repo avec Olivier avec une commande et tout, un script que vous pouvez utiliser, qui vous permet du coup de runner Node en juste choisissant la version, je crois, de mémoire, et ça expose un port, et ça prend votre repo, et ça build tout, et puis enfin voilà, c'est super bien fait. Et je me ouais, souviens que quand on a bossé sur SQL, il fallait souvent switcher sur les vieilles versions. À l'époque, on faisait 12, 14 et oui, oui. 16, ou 12 et 14 au début. Ouais, Et c'était. j'avais pas envie de revenir sur 12 sur ma machine. J'aimais bien rester toujours en LTS en fait. Et je me suis rendu compte Ouais, que ouais. bah, quand la CI pétait, je pouvais aller tester des trucs grâce à cette Clair. commande. Et dans mon Docker, du coup, faire runner RSQL en version Node 12. Et pas avoir besoin de. Parce qu'au début, des fois, on faisait runner la CI plein de fois. Et je trouvais que c'était Ouais, chiant ouais. parce que t'as un délai qui est ouf. La feedback loop est plus longue. Et du coup, ouais, j'aimais bien utiliser ce truc-là. C'est là où j'ai eu le déclic d'avoir cette petite commande prête. Et je tweakais juste la version de C'est Node. clair. J'avais même pas un script. Je faisais juste Docker run et je faisais la flèche du haut. Je retrouvais la dernière commande. Je changeais juste les arguments que j'avais besoin. Et boum. Ouais, ouais. Ou peut-être je m'étais fait un Ouais, alias ou ouais. un truc. Je sais plus ce que j'avais fait. J'avais fait un truc un peu dégueu, mais ça faisait ça faisait ma vie, quoi. Donc en Non, plus du non, et cas des c'est. DB, j'avais du coup ce cas-là aussi où voilà, c'est pour moi les deux cas Et du c'est. dev web, c'est avoir des DB et pouvoir changer de version de Node ou de Java s'ils Oui, font du Java ou de whatever. exactement. C'est quand même plutôt convenient, quoi. Ouais, ouais, et c'est. Ou même quand tu veux tester une nouvelle techno, enfin, tu vois, je me rappelle quand je voulais mettre un petit peu les mains dans du Go. Bah, flemme, quoi. Tu vois, viens, j'ai cherché un container Go, je rentre dedans et je dev, en fait, tu vois. En plus, J'ai installation de déjà. Go un peu Voilà, chiante exactement. à l'époque. Je sais Ou, pas maintenant. et puis ouais, donc je pense que ça c'est pas mal. Il y a pas mal je pense, de cas d'utilisation quand on commence à être un peu créatif avec Docker, tu vois. Ça, c'est beau aussi ce que tu dis. Vas-y, je te laisse finir. Tu- donc ouais, et pour le coup, faut supporter Docker, les gars, parce que c'est un petit Frenchie, enfin un petit Frenchie. J'enlève le mot petit. C'est un Frenchie tout court. Donc c'est un Français qui est derrière. Donc il faut forcément donner de la force. On n'a pas beaucoup à mon avis, de Français qui ont impacté autant les développeurs du monde entier. Tu vois. Ouais, j'avoue, c'est big. Donc les gars, donnez du love à fond. Tu vois. Allez lui donner quelques followers sur GitHub,
sur LinkedIn ou sur Twitter, où j'en ai aucune idée, donc donner du love à Docker. Yes. Et ouais, non, juste après, pour revenir pour moi sur un autre point par rapport à Docker, qui est que, comme tu l'as dit, toi, ben, t'as dû le subir parce que ben, déjà, t'es arrivé en tant que développeur front, tu vois. Et finalement, tu as eu un mentor qui t'a emmené dans cette direction, tu vois. Donc, t'as pas non plus découvert Docker de toi-même. Et je pense que ça aussi, c'est un autre biais, tu vois, parce que tu le découvres dans le stress, au final, tu vois. Tu vois, là où moi, je l'avais découvert dans une conférence, tu vois, un peu obscure à l'époque, tu vois, aux States. Et honnêtement, j'avais rien compris, tu vois. J'avais vraiment rien compris. Pendant 45 minutes, les mecs, ils te parlaient de trucs. Enfin, tu vois, déjà, j'étais en anglais. Et c'était très approximatif de comprendre pour moi à cette époque-là. Voilà, exactement. Donc, une conférence tech en anglais qui parle d'un sujet dont tu n'as jamais entendu parler. Mais après, j'ai quand même continué à faire quelques recherches parce que forcément, à la base, ils te donnent des stickers, des trucs et tout. Ouais, c'était vraiment... c'était en 2015 pour le coup. Et je crois que Docker, ça a été créé genre en 2013, 2012, tu vois. Donc c'était finalement dans les jeunes années où ils émettaient beaucoup de promotions et tout. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup accroché dès le début. Tu vois, quand j'ai compris ce que tu pouvais en faire, parce qu'ils avaient beaucoup utilisé le cas de Java. Tu sais, Java, ils ont eu une période où ils changeaient beaucoup de versions. Ils disaient que ça leur sauvait vraiment la vie. Enfin, c'était vraiment cool, tu vois, de faire, quand tu as beaucoup de clients, de bosser par du Java 6 ou je sais pas quoi, tu vois. Et c'était là où c'était bien, parce que dans cette conférence, ils avaient parlé de la problématique que ça allait résoudre. Tu vois, sans forcément parler du gros délire production, et ce que ça peut t'apporter, tu vois, environnement, dev et tout. C'était plus d'un point de vue développeur expérience. Cool. Comment ça peut t'aider, tu vois. Et par rapport à ça, ouais, j'ai fait mes recherches et c'est comme ça que je me suis plus auto-formé. J'ai pas eu la pression professionnelle par rapport à ça. C'est plutôt moi après qui l'ai ramené au taf et qui en ai parlé au taf, et petit à petit fait des POC, enfin tu vois, des essais et tout, et voilà. Donc j'ai vraiment pris mon temps sur ça, et c'est cool, tu vois, pour le coup. Yes. Moi, il y a deux points là. Un, je veux réagir à ta phrase, la créativité. Et après, j'ai mon dernier point sur Docker, qui est le jour où je trouve que Docker a pas sauvé ma vie, mais l'a rendu beaucoup plus simple. Je vais exposer ce cas-là. Et tu n'y es pas pour rien non plus. La première chose, c'est la créativité. En fait, je pense qu'effectivement, si je pourrais maintenir que un développeur back-end n'a pas à être un expert Docker pour être un senior back-end, selon moi, la capacité à créer de nouvelles choses qu'il aura avec Docker, à imaginer de nouvelles archis, à penser les choses et à pouvoir être réactif et tout, je pense qu'elle est très intéressante en fait. C'est toujours une histoire de culture. Et je vais faire une comparaison pour un développeur C++ qui n'a pas à être un expert CMake, mais s'il sait faire plus de trucs avec CMake, il va pouvoir faire des combinaisons de targets et des links beaucoup plus fins et une architecture beaucoup plus forte. Un des gros skills de mon manager, en dehors d'être bon en C++, c'est d'être encore meilleur en CMake. Et toute l'architecture du projet sur lequel je bosse aujourd'hui, elle a été faite parce qu'il a cette compréhension et cette créativité que l'outil lui permet d'avoir. Et ça me fait beaucoup réagir ce que tu dis, et je trouve que c'est une très jolie façon de pousser les gens vers Docker. Et non, c'est clair. Non, vas-y, je t'en prie. Ouais, mais non, vas-y, si toi t'avais à réagir sur ça, parce qu'après je passe à autre chose. Et puis justement, je pense que par rapport à ça, c'est pour ça que j'aime utiliser ce mot contexte, tu vois, c'est ramener les technologies dans votre contexte. N'absorbez pas juste tous les tutos, les contextes des gens, enfin tu vois, c'est compliqué quoi. Les mecs, quand ils font du contenu sur internet, ça reste du contenu pour faire des vues, donc ils vont simplifier le tout pour dire bah vas-y, Docker en 25 minutes, enfin tu vois. Il n'y a aucun contexte, il y a 4 commandes, il y a juste toi qui as perdu 25 minutes qui derrière, quand tu vas essayer, tu vas forcément aller sur un autre tuto pour réessayer. Donc, ça arrive souvent. Donc ramener les technologies dans vos contextes. Et ce que j'aime bien aussi, c'est quand tu es maladroit, tu vois, tu utilises la mauvaise technologie pour faire le mauvais truc, mais ça te l'apprend aussi, tu vois, c'est une manière différente d'apprendre, tu vois. Parce que tu as tellement l'habitude de faire les choses d'une manière, donc quand tu apprends une technologie, tu essaies de faire entrer ce que toi tu connais dans cette technologie.
tu vois, et c'est aussi comment ton contexte t'aide à comprendre comment utiliser la technologie, tu vois, à bon escient, quoi. Donc voilà. Donc oui, la créativité va venir de là. Amener la technologie dans votre contexte et pas le contraire. C'est pour ça que si vous devez trouver un tuto, essayez vraiment de le scoper à votre contexte, quoi. Parce que maintenant, je pense qu'il y a quand même plus de choses. Vous pouvez aussi utiliser peut-être un outil comme ChatGPT en disant mon contexte c'est ça. J'aimerais savoir faire ça avec Docker. Quelle est la plus-value que ça peut m'apporter? J'ai tout un tas de tips que je pourrais te donner plus tard, mais on fera peut-être un sujet sur ça. Sur comment faire un prompt à ChatGPT pour qu'il puisse t'apprendre les choses. Après, il y a toujours une marge d'erreur. Il faut vérifier des fois certains trucs. Il y a des commandes qui peuvent ne pas marcher. Il peut te donner des choses un peu erronées. Mais tu peux, lui, il va être bon pour ça. J'ai mon contexte qui est ça. La techno qui est ça. Est-ce que je peux avoir une plus-value? Comment? Montre-moi un exemple. Et là, ça peut être aussi intéressant de construire vos propres tutos avec... De toute façon, c'est pas différent d'une vidéo YouTube, hein. Il y a aussi des erreurs, hein, donc exactement. Rien n'est parfait. Le jour où je pense que Docker m'a sauvé la vie. Donc après mon boulot chez Payfit, je fais une mission freelance avec Thomas. Et on récupère un service qu'on migre sur Fastify. Donc j'essaie de faire des petits tests unitaires. Et j'ai aussi envie de faire des tests fonctionnels. Donc pour faire mes tests fonctionnels, j'ai un Docker Compose qui va démarrer les DB qu'il faut, etc. Et après, je peux lancer mes tests. Donc ça, c'est en local. Je me suis bien évidemment fait une petite commande qui permet de faire tout ça rapidement via NPM, comme ça j'ai pas à tout lancer. Et vient le moment de se taper la CI. Et donc on était sur GitLab à l'époque. Et donc quand il s'agissait de runner... Il n'y a pas d'SRE. Et il n'y a pas d'SRE, je suis tout seul, effectivement. Dans l'équipe, on est que des back-end engineers, avec Thomas qui nous lead. C'est pas notre core skill. On est plutôt des dev nodes bruts, c'est plutôt comme ça qu'on se veut, plutôt que comme des experts avec une notion de DevOps ou des qualités que peut avoir un SRE. Et du coup, j'essaye de faire une config Docker qui peut être absorbée par GitLab et tout, et j'y arrive pas. Pas de ChatGPT à ce moment-là, donc ça m'aurait aidé. Je creuse sur le web, je lis toutes les issues que je peux, je passe vraiment du temps. Et à un moment donné, on faisait des trucs sur SQL au même moment, et là, Olivier m'introduit une techno qui s'appelle Test Containers. Il me dit, il faut que je vérifie, j'ai jamais trop testé, mais il y a ce truc-là et tout, il faudra qu'un jour on puisse... j'ai des idées par rapport à SQL, et au taf, faut que je le teste. J'ai pas attendu d'attendre le retour d'Olivier, j'ai pris la lib, et j'ai commencé à me faire un script pour moi, qui va virer du coup mon Docker Compose, enfin les choses. Alors, je me rappelle plus si je l'avais viré vraiment ou pas, mais en gros qui va changer mon orchestration Docker avec un script en JS. Donc on est capable d'appeler des API qui vont démarrer le conteneur, exposer les ports, récupérer les ports auto-générés parce que des fois il génère lui-même des ports, etc. Les passer à la fonction d'après qui va runner, qui va essayer de se linker, bref, avec l'autre conteneur et faire tout un truc où je démarre mon cache Redis, ma DB Postgre, et ça avec un script que du coup je mets au début de Jest, donc Jest le run au start, et du coup je vois que mes tests passent et que ça fonctionne. Et je pousse ça en local. Je pousse ça sur ma CI, j'enlève toute la config Docker que j'avais mis, juste avec npm i, npm test, et ça marche. Et du coup après, on a répliqué ça sur tous les autres services, et on avait un moyen très simple de lancer nos services dans la CI. Et Thomas a même créé une petite abstraction de lib par-dessus pour nos cas spécifiques chez MyUnisoft qu'on avait. Et comme ça, on partageait cette lib entre tous les repos, et en 2 lignes, t'avais dans ton Jest, t'avais tout ce qu'il te fallait, quoi. Donc t'avais pas besoin d'avoir le gros script, on avait abstrait ça au maximum. Et ça, c'est cool. Ça, c'est un truc où vraiment, bah voilà, là, j'avais une CI où je savais pas. Et ça marchera sur toutes les CI du coup. Vu que c'est un package NPM, t'as pas à te poser la question de comment Docker va être installé, ceci, cela. Enfin, faut qu'il y ait Docker sur l'instance, mais c'est tout. Ce qui est le cas en général, quoi. Donc voilà, c'est vrai que même moi, j'ai utilisé dans un cas beaucoup plus chaud, c'était faire des tests avec du Kafka.
Donc toi, tu MessageQ. cherches, toi. euh, Donc c'était... Enfin, t'avais deux manières, quoi. Soit tu faisais le bon test unitaire chiant où tu vas tout moquer, simuler des événements. Oh là là, j'avais mal à la tête déjà rien que d'y penser. Et quand j'ai vu ça, ouais, j'ai vu Test Container. Il te donne en plus un exemple déjà tout fait pour Kafka, tu vois. T'as dû te dire merci. Ouais, trop bien, quoi. Tu lances un faux message dans la queue et directement ton test il va récupérer le message et tu peux faire tout ton truc. Enfin, tu vois. C'est très 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 puissant. Pour moi, ça fait partie de ce qu'on disait, tu vois, la créativité, tu vois. Tu as une technologie qui est là, comment tu la réutilises pour un contexte qui amène, tu vois, Exactement. beaucoup de valeur, tu vois. Les mecs, ils se sont dit, bah attends, si on simule des DB pour tester pour développer nos services en local, pourquoi on simulerait pas aussi des DB pour nos tests unitaires, en fait. Et comme ça, Exactement, fini c'est ce qui s'est passé. les mocks à toute patate, quoi. Exactement. Après, moi, il y a quand même une question que je me pose, c'est ok, sur un MacBook M1, ça tourne facile, tu vois, ça va très vite. Maintenant, le mec, il te spin up un container en moins d'une seconde, il te le down, enfin, tu vois. Est-ce que sur une machine, X86 une machine, un truc comme ça, est-ce que ton test unitaire, il prend pas un coup, quoi, parce que voilà, c'est pas un quand test tu fais des unitaire. mocks, pour toi, c'est pas un test unitaire. Bah ouais. En Ok. fait, c'est là où je vais être d'accord avec toi. Et aussi, du coup, peut-être pas d'accord. En fait, oui. En fait, ton Ouais. test unitaire, pour moi, il est fait pour runner vite. Et il a pas de dépendance, tout est injecté, c'est du code, etc. Et nous, on avait les tests fonctionnels, donc on avait une deuxième config jest. Et c'est cette config jest-là qui startait, du coup, le script avec test container et qui faisait les choses. Lui, s'il prenait du temps, c'était pas grave. Parce que quand tu bosses avec des tests unitaires en tant que dev, et les tests end-to-end sont faits pour confirmer le truc, mais tu les runs une fois toutes les, je sais pas, toutes les 5 ou 6 ou 7 fois que tu saves, en fait. Non, Moi, je suis pas... Parce que sinon, Non, c'est pas du test unitaire. Pour le purpose du test unitaire, c'est qu'il run vite et rapidement, tout de suite, que tu puisses te mettre en mode watch et que ça fasse le truc. Les tests... C'est pour ça que je dis ça, c'est si tu fais du test container en test unitaire cette fois-ci, mais avec un M1, ça passe très très bien, tu vois. Maintenant, si c'est pas un M1, c'est... Parce que, faut pas se mentir, enfin moi, comment je le vois, c'est... En tout cas, si tu fais du TDD, t'écris ton test, tu fais tout avec test container, tu te connectes à Kafka, nanana, nanana. À la fin, quand tu te connectes à un vrai Kafka, ça marche juste, en fait, tu vois. Est-ce que c'est vraiment unitaire? Mais si t'as fait... Ce que tu es en train de faire. Pour C'est moi, ça la question que je poserais. Pour moi, c'est plus unitaire, forcément. T'as trop de couches imbriquées pour que ce soit unitaire. Unitaire, c'est quand dans ton service node, tu vas prendre une sous-fonction du truc et tu la testes unitairement. Tu vérifies ses requirements parce qu'elle est un peu complexe, machin et tout. Et à l'inverse, tu vas faire vraiment le fonctionnel ou le end-to-end qui va passer sur la couche réseau, la couche DB, etc. Qui va passer par toutes ces couches-là et revenir. Moi, c'est comme ça que je le découpe. Moi, je suis vraiment... Pour moi, unitaire, c'est juste input-output limite, tu vois. Ça veut dire si à l'intérieur, tu passes dans une fonction ou 60, en vérité... Ah bon, non, moi, c'est ça justement la différence de définition. Si tu passes dans plein, c'est que tu es soit fonctionnel ou intégration, parce que les systèmes s'intègrent entre eux, tes fonctions s'intègrent les unes entre les autres. Ceci dit, j'ai des fois des approches un peu comme ça. Par exemple, quand je vais dans une app, et celle qu'on avait fait en freelance tous les deux, c'est ce que je faisais, je sais pas si tu te rappelles. Comme on n'avait pas le temps de tout tester et qu'il fallait aller vite, je prenais des components qui étaient assez hauts et je testais des full logiques métiers comme ça. Tu vois? Je testais pas vraiment, je descendais pas dans les components du UI pour faire des tests. Je prenais plus des views ou des sous-ensembles, je sais pas si tu te rappelles. Donc tu peux avoir un truc un peu... exact, où des fois tu jauges ça parce que t'as pas le temps, la clientèle est pressée, etc. Et t'as quand même envie de garantir une certaine sécurité sur le projet. T'as pas envie que ce soit freestyle et qu'il y ait les régressions, les catchent jamais. Mais à l'inverse, c'est vrai que c'est pas du pur unitaire, quoi. C'est un truc d'intégration entre les components que tu testes, en fait, finalement. Ouais, je sais pas. Après, moi, je vais pas te mentir, hein. Honnêtement, en tout ce qui est terme, je suis jamais vraiment aligné. Moi, je suis toujours en mode ce qui m'apporte de la valeur. C'est normal, mec. C'est normal qu'il y ait du débat, en fait. Ça fait partie, je pense, du... Ouais. Non, mais c'est pour ça que moi, quand je dis test unitaire, c'est clairement... ça tourne sur ta machine, tu vois, que ça soit
une dépendance qui est sur ta machine ou pas. Donc voilà, ça tourne. Maintenant, si tu fais pour moi de l'intégration, c'est que tu vas vraiment sur un environnement, tu vois, où tu t'intègres en fait. C'est là où je veux dire ça. Mais si alors, toutes tes dépendances sont au même endroit, je vois ça comme de l'unitaire. Alors peut-être tu vois. qu'intégration c'est pas le bon terme, mais fonctionnel à la limite. Fonctionnel et end-to-end, Oui, je peut-être les mets un peu fonctionnel, de le même ouais. côté. Et unitaire pour moi c'est vraiment, j'appelle une fonction et je vérifie Ouais, qu'elle ouais. me retourne la même chose. Et je vais tous ces Mais cas dans un tous peu les... tricky, dans- qui d'ailleurs ne dans- passeront peut-être pas dans les tests end-to-end tout le temps. Parce que tu sais pas... Dans les Ouais, tests oui, end-to-end, exact. tu vois tes cas utilisateurs. Ta fonction elle gère peut-être un cas un peu spécifique que t'as pas envie de couvrir pour le moment. Ce qui sera un non-sens, mais ça peut arriver. Mais justement, moi, par rapport à ça, c'est vraiment de se dire que... qu'est-ce que je veux dire? Oui, ton test, tu vois, enfin le test que j'avais à faire, il y avait du Kafka dedans, et Ouais. moi, même, enfin unitaire ou pas, fonction ou pas, franchement, je voulais pas faire de mock en fait, tu vois. Il y a juste... le mock, c'est l'enfer. Enfin, c'est Non, vraiment mais l'enfer, les mocks. Donc c'est pour ça que... si tu moques, effectivement, ouais, je suis d'accord. Ça, c'est exact, Tu vois, c'est le bon point. c'est vraiment ça la valeur du truc, c'est de dire ah ouais, franchement, faire des mocks relou. Mais sauf que Faire des mocks pour une normalement, database déjà c'est chiant, mais alors pour un message queue c'est juste, non mais c'est même ça, pas envisageable. Quoi. je suis tout à fait d'accord. Mais sauf que normalement, si tu designes ton système un peu, tu vas te retrouver avec un service qui va vraiment faire ta logique métier, qui va se voir injecter une fonction qui peut être repository, qui peut être message machin. Celle-là, elle est déjà Ah, bien abstraite. sûr. Elle a 3 méthodes. Une méthode send, une méthode handle, ou je sais pas ce que c'est dans les message queue. En gros, pour écouter, tu as un listen et tu as quelque chose pour send, j'imagine. Donc finalement, tu vas te retrouver avec deux fonctions que tu vas appeler, et ton service, il va interagir avec ces deux-là. Donc moquer ces deux fonctions-là, c'est pas trop compliqué d'injecter une fonction qui a deux, tu vois, un paramètre qui va avoir deux fonctions, une classe, l'injecter, qui est moquable, et vérifier qu'elle a été appelée. Pour du test unitaire, ça me semble cool. Par contre, essayer de moquer toutes les fonctions de Mongo pour être sûr que ton truc il passe bien et tout, ouais, ça c'est mort. Fais un test end-to-end et spawn un Docker dans ce cas-là. Mais non, les principes de design sont aussi là pour t'accompagner et t'aider à ce que Non, bien sûr, les bien parties pure métier n'aient pas de lien avec la couche transport, pas d'HTTP, et ni avec la couche storage. Finalement, c'est clair. la couche réseau et le handler, le contrôleur qui récupère toutes les données HTTP, elle appelle ton service qui lui contient sa logique métier, et ton service lui va appeler le storage. Donc finalement, qu'est-ce qu'il a besoin de dépendre, ton truc vraiment métier, qui est ce que tu as besoin de tester en priorité, c'est ta fonction de storage qui est déjà abstraite, qui s'appellera jamais Kafka ou qui s'appellera jamais Mongo, mais qui s'appellera repository, qui s'appellera message, je sais pas quoi. Non, je suis d'accord. Sur le papier, je suis d'accord. Sur le papier, je suis d'accord, mais dans la réalité... Parce que ça dépend. Par contre pour le moment, vu que c'est pas le sujet, mais je pense que ça, il y a beaucoup à dire autour. Exactement. Comme encore une fois, tu vois, il y a pour finir sur ça, c'est contexte versus ce que tu as by the book, tu vois. By the book dans les tutos et tout versus les contextes d'utilisation qu'on a dans les boîtes et tout. Des fois, ça rentre et ça match et c'est parfait. Et des fois, appliquer certains contextes, ça devient quand même compliqué. Je suis vraiment moyennement d'accord sur le coup. Mais je pense que c'est vraiment une qualité de... Moi, c'est parce que je te bossais avec des gens qui étaient plus comme ça. Et chez Thomas, on faisait ça, de séparer le service du machin. Ouais, non, bien sûr. En fait, c'est possible. C'est juste, est-ce que l'ingénieur est capable de faire ça? Et elle a la connaissance et il l'a assez assimilé pour qu'il y ait un truc un peu naturel. Parce que s'il dit oui, alors je vais découper mon service et mon endpoint avec un contrôleur, un service, un repository, t'es en train de dire purée, tu peux pas juste faire un gros handler, ça renvoie la fonction et... Mais faire un gros handler, c'est la mauvaise façon de faire en fait. Du coup... Ouais, non, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je remets en cause, c'est plus la science des tests. Parce que je pense qu'il y a beaucoup... Tout le monde a beaucoup de skills sur tout ce qui est design et tout. Maintenant, la science des tests, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vraiment des skills pour vraiment écrire des tests qui ont beaucoup de valeur, tu vois. Ouais, je vois ce que c'est pour tu ça, veux dire. c'est ça la balance qu'il faut avoir en fait entre comment tu fais un test qui a de la valeur même s'il n'est pas parfait versus juste faire un test pour faire un test parce que tu dis j'ai 50 fonctions, j'ai 50 tests en fait, tu vois. Ouais.
C'est possible. C'est ça mon mais, point, je mais pense que c'est à débattre. ouais, parce que TDD, je pense qu'aussi le but, mais c'est cool, c'est peut-être les gens peuvent nous dire comment ils voient le truc. Je sais qu'il y a des gens qui sont anti-TDD et tout, mais ce que j'aimais bien avec TDD, c'est justement que tu pars du test pour créer un design qui va être efficace. Donc forcément, in fine, ce que tu testes, c'est censé être efficace. Parce que tu te mets à la place du consommateur de l'API un petit peu, tu vois. Tu designs ton API en même temps que tu testes. Donc après, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, les mecs qui testent tout pour tout tester, et au final se retrouvent avec, dès qu'ils font un changement, il faut changer 30 tests. Je suis assez d'accord qu'il y a des règles à mettre en place, en tout cas. Ça, c'est certain, tu vois. C'est clair. Dis-nous les règles que vous appliquez, d'ailleurs. Moi, je suis curieux de savoir. Oui, c'est clair. Je pense que des tests, au niveau des tests, tout le monde a ses petits tricks. Ouais, exactement. C'était cool, hein. Ça fait une petite heure qu'on est là. Ouais, je pense que je viens de voir ça aussi, là. Donc, du coup, en takeaways, on vous mettra le lien de Test Container, c'est la petite commande d'Olivier. Moi, c'est ce que j'ai prévu de vous mettre dans la description. Peut-être on mettra d'autres choses d'ici là. Oui. Moi, j'ai une question pour toi, Olivier. Vas-y. Le mois prochain, on parle de quoi ? Franchement, la dernière fois, j'ai choisi. Je suis content qu'on ait vraiment débattu sur Docker parce que ça nous a amené sur beaucoup de sujets périphériques. Mais cette fois-ci, j'ai envie de te laisser le choix. Comme ça, tu rentres au terrain conquis. J'ai déjà un sujet, je préfère te prévenir. C'est un peu pour ça aussi que je le demande. Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'intelligence artificielle pour le développeur, au service du développeur, le mois prochain. C'est pas un peu cliché déjà en ce moment Moi, je veux juste te parler de en quoi moi ça m'aide. Non, mais c'est bien. Et c'est pas pour avoir un sujet buzz, etc. C'est juste pour en parler. Et je sais que toi, t'es pas encore tu me disais que la dernière fois, quand on parlait en off, t'étais pas encore power user de ça. Alors que moi, j'ai peut-être 4 cas au moins que je peux peut-être exposer d'utilisation. Et je pense que ça peut être cool de juste partager ça, et j'aimerais bien savoir ce que les autres aussi en font et comment toi tu le perçois. Est-ce qu'il y en a qui te semblent intéressants? Non, donc, je vais essayer de pas être trop has-been. Non, moi c'est juste, voilà. On a pris le cas de Docker tout à l'heure avec la formation de Docker. Je vais exposer des cas de ce type-là. Non, je pense que c'est pas mal si on discute de ça, parce que moi j'ai clairement j'ai ma vue de ça. Enfin, je bosse un petit peu avec de l'intelligence artificielle en ce moment dans des contextes business. Maintenant, dans des contextes de développeurs, je serais vraiment intéressé. Et moi, je suis une grosse quichounette en AI en général. Je connais vraiment pas, j'ai pas de base et tout. Je pense que t'es même beaucoup plus capé que moi sur le sujet. Et qu'il faudrait que je me forme à un moment. ça va arriver. Je peux pas tout faire en même temps, mais ça va arriver. Donc en tout cas, si vous êtes chaud la semaine prochaine pour nous suivre sur cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir la notification. Et je sais pas quoi vous dire d'autre. Ça me fait plaisir de passer un moment avec vous. Et voilà. Olivier, oui. Et le dernier point, c'est si vous avez aussi une question en particulier que vous voulez qu'on aborde, que ce soit, je sais pas, on a parlé d'open source, si vous avez une question sur l'open source, sur la carrière ou autre, on va aussi mettre ça en priorité dans le prochain épisode, de vous répondre à cette question. Yep. Merci à tous et au mois prochain. Salut. Ciao.